Ah tiens, c'est pour moi ça. Tu penses qu'on peut regarder ça? Bah oui. On peut l'essayer sur le projecteur de Papy. Tu peux éteindre la lumière, s'il te plaît? Automne 1960. Un homme terrorise la région nancéenne. Charles Dubois est la première victime d'une liste qui ne cessera de s'allonger jusqu'à l'été 1963. Le procédé est toujours le même. Tuer les clients qui montent à bord de son taxi en les laissant agoniser, après leur avoir fait ingurgiter une substance toxique. Voici l'histoire de l'homme que l'on surnomme le chauffeur de la mort. C'est une affaire extrêmement complexe et qui nous plonge dans les bas-fonds de l'investigation, là où rien n'est simple. Pour les policiers chargés de l'enquête, cette affaire est restée durant bien des années un véritable casse-tête. Face à ces 13 crimes apparemment parfaits, les pistes font cruellement défaut. Les enquêteurs doivent imaginer toutes les hypothèses possibles, mais rien n'y fait. L'identité de l'assassin reste un mystère. Les autorités savent qu'ils font face à un tueur en série, un homme affreusement dangereux. 10 ans après les derniers faits, certains craignaient encore que la terrible série de meurtres reprenne. T'en as déjà entendu parler de cette histoire? Non, ça me dit rien. 11 octobre 1960 à Nancy, 19 h, la nuit tombe sur la ville. Un homme vêtu de noir, un bouquet blanc à la main, marche d'un pas soutenu dans une sombre ruelle. Il a rendez-vous à 20h30 dans le café Bellevue. Là-bas l'attendent sa femme et sa fille âgée de 8 ans seulement. Il est en retard. Charles Dubois s'empresse de trouver un chauffeur pour s'y rendre. Et voilà qu'une voiture sort de la pénombre et manque de l'éclabousser. Cela fait 3 jours que Nancy connaît des averses torrentielles. Le bon père de famille s'empresse de monter dans le taxi et indique l'adresse du restaurant au chauffeur. Charles Dubois est alors pris de violents maux de tête, ainsi que de vertiges de plus en plus intenses. Tout se met à tournoyer autour de lui. Son corps, sans vie, sera retrouvé étendu non loin du restaurant dans lequel l'attend sa famille. Et tu peux arrêter, s'il te plaît? Papy veut pas qu'on fume là. Va te faire pendre. On croirait entendre Papy. L'affaire Charles Dubois est pleine de mystères. Grâce à des témoins l'ayant vu sortir d'une voiture peu avant son décès, la police suspecte rapidement le chauffeur. Parmi les témoins, une dame affirme avoir bien vu l'homme qui se trouvait au volant. Et suite à l'autopsie, les médecins ont découvert un poison nommé thallium en quantité importante, qui est sans nul doute à l'origine du décès. Probablement assoiffé par sa course sous la pluie, peut-être a-t-il accepté une boisson une fois dans la voiture. Une boisson contenant une grande quantité de thallium qui eut raison de lui en quelques longues minutes. Ou peut-être s'agit-il d'une toute autre affaire. Selon sa femme, Madame Dubois, et quelques proches, Charles n'avait aucun ennemi. Un témoin a vu le véhicule déposer la victime et son chauffeur jeter quelque chose par la fenêtre. Le seul véritable indice, un paquet de cigarettes froissées de marque Troupe. Cette sombre affaire possède bien des zones d'ombre que la police a du mal à éclaircir encore aujourd'hui. Le fait divers le plus énigmatique de l'année s'est pourtant réitéré. Le mode opératoire pour les meurtres qui suivirent fut le même, à un détail près, le poison employé. Au thallium et ses maux de tête insoutenables s'ajoute l'arsenic, donnant des crampes musculaires atroces, et le cyanure, engendrant une hyperventilation et des convulsions. Celui que la presse appelle l'empoisonneur de Nancy a su faire preuve d'une grande malice. En plus de changer de véhicule après chaque crime, il ne laisse aucune empreinte, aucune trace, à un détail près. Serait-ce pour narguer les enquêteurs qu'il laissera systématiquement un indice sur la scène de crime? Toujours ce fameux paquet de Troupe,
des cigarettes que l'armée française ne distribue qu'à ses personnels. Les enquêteurs piétinent face à ce meurtrier fantomatique dont l'ombre sinistre plane sur Nancy. La population vit dans un climat de terreur. L'affaire acquiert une dimension encore plus terrifiante à partir du mois de mai 1963. Dans une lettre censée avoir été écrite de sa main, le surnom diabolique que le tueur s'est lui-même donné apparaît pour la première fois en lettres de sang. Monsieur Durand, je vous vois, vous m'avez vu, et votre incompétence me fait jubiler. À ce rythme, il faudrait presque que je vous envoie des indices. Signé votre mauvaise conscience, le chauffeur de la mort. C'est bien dans ces termes macabres qu'il se fera désormais surnommer. La lettre fait la une de tous les journaux. On compte déjà 12 victimes, 7 hommes et 5 femmes, de toute classe sociale et de tous âges. Nicole Bonnet, elle avait 14 ans. On l'a retrouvée morte étendue sur un trottoir, pas loin de son école. Les familles des victimes décident alors de faire pression sur les autorités en donnant une interview à l'Est républicain. Nous assistons alors à une enquête unique, avec ces policiers désemparés, ces indices masqués, ces journalistes et détectives qui se prennent parfois pour des justiciers, et au bout du compte, un véritable fiasco judiciaire. On ne tardera pas à découvrir une nouvelle victime, un mois plus tard. Le corps inanimé de Romain Etier signera le 13e et dernier meurtre du chauffeur. Et cette affaire va considérablement se démarquer de toutes les autres. Romain Etier est un homme âgé de 34 ans, père d'une enfant de 10 ans. Juin 1963, à 21h06 pour être précis, sa femme reçoit enfin un coup de téléphone. Un agent de police lui annonce que le cadavre de son mari, sauvagement assassiné, vient d'être retrouvé dans une ruelle lugubre. Une course-poursuite, une véritable chasse à l'homme, a lieu entre le tueur et Romain Etier. Emporté par la panique, il s'engage dans une petite ruelle, et c'est l'impasse. Le voilà piégé comme un rat. Le chauffeur, enragé, l'assaille à coups de pic à glace dans l'abdomen, lui perforant les reins, le foie et l'estomac. Romain Etier s'écroule dans une flaque de sang. À côté de lui, un paquet de cigarettes. La police découvre alors sur cette scène de crime, d'une extrême violence, un message griffonné sur un mur. Avec tout mon cœur, le chauffeur de la mort. Et un magnétophone déposé près du corps. En plus d'assumer la lourde charge d'annoncer de nouveaux décès, nous l'avons ressenti comme une humiliation. Nous sommes devenus la cible de tous les citoyens. Ce scandale a été une grande épreuve pour l'ensemble de nos services. En effet, cette bande audio retrouvée sur les lieux contient un message du tueur dans lequel il prend un malin plaisir à nous narguer en nous annonçant que Romain Etier serait sa dernière victime. 10 ans après les faits, les crimes du chauffeur de la mort nous obsèdent et nous hantent encore. Si on fait le bilan, nous sommes loin d'une simple série de meurtres. Pourrons-nous ou non, un jour, donner des réponses à toutes ces familles? Ces familles qui n'attendent qu'une chose, pouvoir mettre un visage sur l'auteur de la disparition de leurs proches et peut-être enfin réussir à faire leur deuil. Comment ont-ils été tués? Pourquoi? Et surtout par qui? Toutes ces questions sur lesquelles la police travaille encore aujourd'hui restent sans réponse et avec le temps qui passe, l'espoir s'amoindrit. Pour conclure, voici l'enregistrement audio trouvé sur la dernière scène de crime. Un message qui pourrait déclencher un témoignage et relancer l'affaire. Vous m'aviez manqué. Après tant d'années de collaboration, nous avons tissé des liens que je me dois de couper. Vous avez laissé passer votre chance. Je cesse désormais les crimes et vous n'aurez plus jamais l'occasion de me confondre. J'espère que vous avez apprécié le clou du spectacle. Je voulais vous montrer l'étendue de mes talents. Je me questionne encore sur les vôtres et ceux de vos collègues. Allez vous faire pendre.
Mais qu'est-ce que vous foutez ici?